Au conseil de famille, ma sœur a ricané, tiens, 10 € pour le bus. J'ai juste souri. Quelques minutes plus tard, mon pilote a posé un hélicoptère privé et s'est incliné, madame, prête au décollage. Le silence s'est fait dans la pièce. Au conseil de famille, ma sœur a ricané. Tiens, 10 € pour le bus. J'ai juste souri. Quelques minutes plus tard, mon pilote a posé un hélicoptère privé et s'est incliné, madame, prête au décollage. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai 28 ans, et depuis 10 ans, ma famille est absolument convaincue que je suis un échec total et complet. J'étais assise dans mon bureau d'angle, au cœur du quartier des affaires de Paris, contemplant à travers les baies vitrées la ville tentaculaire qui s'étendait en contrebas. Le cuir de mon fauteuil était frais contre ma peau, et le seul son dans la pièce était le doux bourdonnement de la climatisation. C'était un mardi matin, vers 10 heures, et j'étais en train de revoir les derniers documents légaux pour la vente de ma société de technologie. 40 millions d'euros. C'était le chiffre imprimé sur le contrat posé sur mon bureau en acajou. 40 millions d'euros pour une application de suivi environnemental, construite de toutes pièces dans un appartement exigu et glacial, ne mangeant rien d'autre que des nouilles instantanées à 1 €. Puis mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Julien, mon frère aîné. J'ai laissé sonner 3 fois avant de finalement décrocher. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour avant que sa voix, dégoulinante de cette arrogance familière et condescendante, ne remplisse mon oreille. Clémence, nous avons besoin de toi à Vallée des Pins ce week-end, a-t-il commandé. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre d'un homme qui se croyait le roi incontesté de notre famille. Maman et papa vont de plus en plus mal. La mémoire de papa s'estompe plus vite que ce que les médecins ne pensaient, et maman peut à peine se déplacer dans la maison avec sa mauvaise hanche. Nous organisons une réunion de famille pour discuter de leurs soins et des arrangements financiers. Tu dois être là. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, fermant les yeux et laissant échapper une longue, lente respiration. Julien a 38 ans, un homme qui a passé toute sa vie d'adulte à essayer de projeter l'image d'un cadre d'entreprise incroyablement prospère. Il travaille pour une grande firme, conduit un SUV de luxe en leasing et parle d'argent comme s'il en imprimait dans sa cave. J'ai beaucoup à faire en ce moment, Julien, ai-je dit, gardant ma voix parfaitement neutre. Il a ricané bruyamment à l'autre bout du fil. Le son m'a râpé les nerfs comme du papier de verre. Bien sûr. Tes petits boulots de codeuse freelance. Écoute, Clémence, je sais que les choses sont serrées pour toi. Je sais que tu n'as pas de vraie carrière ni de réelle responsabilité, mais il s'agit de maman et papa. Manon arrive de sa conférence de marketing, et j'ai déjà pris du temps libre à la firme. Le moins que tu puisses faire est de rassembler assez d'argent pour un vol pas cher et de te montrer. Nous avons besoin de tout le monde pour trouver comment payer leurs soins. Ma sœur Manon, 32 ans, mariée à un homme qui vit pratiquement sur un parcours de golf et absolument obsédé par le maintien d'une vie parfaite digne d'Instagram. Le simple fait d'entendre son nom me serrait l'estomac. Julien et Manon étaient les deux faces d'une même médaille toxique. Ils avaient passé toute ma vie à me regarder de haut, me traitant comme l'embarras de la famille parce que je n'avais pas obtenu un diplôme d'entreprise prestigieux ou épousé quelqu'un de la haute société. Je serai là, ai-je dit doucement. Bien, a répondu Julien, son ton s'adoucissant en cette fausse pitié écœurante qu'il utilisait toujours avec moi. Et, si tu ne peux pas te payer un hôtel, tu peux rester dans ton ancienne chambre. Ne t'attends juste pas à ce que nous couvrions tes repas. À vendredi, gamine. Il a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Il voulait une réunion de famille pour discuter des finances. Ils pensaient qu'ils allaient piéger la jeune sœur fauchée et en difficulté et la soumettre par la honte. Un petit sourire froid a traversé mon visage. J'ai baissé les yeux sur le contrat de rachat de 40 millions d'euros sur mon bureau. Oh, je serais à la réunion de famille, ça c'est sûr. Mais je n'allais pas leur montrer cette version de Clémence. Pas encore. Si j'entrais vêtue d'un costume de créateur, ils commenceraient immédiatement à comploter pour s'emparer de mon argent. J'avais besoin qu'ils me croient encore au plus bas.
J'avais besoin qu'ils montrent leur vraie couleur. Quelques heures plus tard, la lourde porte en chêne de mon bureau s'est ouverte et mon assistante de direction, Solène, est entrée. Solène est farouchement intelligente, organisée à l'excès, et en sait plus sur ma vie que quiconque sur la planète. Elle tenait une tablette élégante et une pile de rapports financiers, prête à me briefer sur notre stratégie de transition finale pour le transfert de l'entreprise, mais elle s'est arrêtée net en voyant ce que je faisais. J'étais près du canapé en cuir dans le coin de mon bureau, fourrant une pile de vêtements délavés et usés dans un vieux sac à dos en toile effiloché. Solène a cligné des yeux, ajustant ses lunettes. « Clémence, dis-moi que tu ne prépares pas ça pour un voyage d'affaires. Nous venons littéralement de conclure un accord de 40 millions d'euros. Tu as un placard plein de costumes sur mesure et un ensemble de bagages personnalisés qui coûtent plus cher que ma voiture. » J'ai ri, brandissant un pull gris délavé. Le poignet droit avait une déchirure visible, et la laine pelait autour du col. C'était exactement le pull que je portais lors de mon point le plus bas, à l'époque où je sautais des repas pour payer les frais d'hébergement de serveur. Je ne pars pas en voyage d'affaires, Solène. Je rentre à Vallée des Pins. L'expression de Solène est immédiatement passée de la confusion à une profonde inquiétude. Elle connaissait tout de Julien et Manon. Elle avait été là pendant les nuits où je me réveillais en sueur froide, hantée par les souvenirs des abus émotionnels de ma famille. « Tu retournes là-bas ? Pourquoi ? » Réunion de famille, ai-je répondu, jetant une paire de baskets éraflées de 3 ans dans le sac à dos et le fermant. La santé de maman et papa décline. Julien a pris les devants. Ils veulent discuter des établissements de soins à long terme et de la manière dont nous allons les payer. Solène a croisé les bras, tapant ses ongles polis sur sa tablette. « Alors, tu t'habilles intentionnellement comme une étudiante fauchée qui vient de rater ses examens ? Pourquoi ne pas simplement arriver en jet privé, mettre ta Rolex et les faire taire une fois pour toutes ? Leur montrer qui est le vrai chef. » J'ai marché vers la baie vitrée, regardant le trafic incessant de Paris. Parce que, Solène, la richesse ne change pas les gens toxiques. Elle ne fait que changer leur tactique. S'ils savent que j'ai de l'argent, le discours changera instantanément. Julien commencera à exiger des prêts qu'il n'a jamais l'intention de rembourser. Manon voudra soudainement être ma meilleure amie pour pouvoir utiliser mes contacts pour ses galas de marketing. Ils joueront la victime et essaieront de me saigner à blanc. J'ai besoin de mon armure. « Et ton armure te fait ressembler à une sans-abri ?» a demandé Solène, haussant un sourcil. « Mon armure, c'est de les laisser me sous-estimer, l'ai-je corrigé doucement. Quand les gens pensent que tu n'as rien, ils ne prennent pas la peine de cacher leur côté laid. Ils laissent tomber leur masque. Je veux voir exactement comment ils comptent me traiter quand ils pensent que je suis complètement impuissante. Je veux voir l'arrogance pure et non frelatée. J'ai besoin de savoir exactement à qui j'ai affaire avant de réduire leurs illusions en cendres. » Solène a soupiré, détestant clairement l'idée que je me soumette aux abus de ma famille. Mais elle a compris ma logique. Dans le monde impitoyable des startups technologiques, jouer l'idiote tout en ayant toutes les cartes en main était une stratégie qui m'avait sauvé la mise plus d'une fois. « D'accord, » a dit Solène, tapant sur sa tablette. « Mais nous allons prendre des précautions. Je ne te laisserai pas rentrer dans la gueule du loup sans filet de sécurité. » Quelles sont mes instructions ? Je me suis tournée vers elle, mon expression durcissant. « Réserve-moi une place sur le vol commercial le moins cher que tu puisses trouver. Classe économique, siège du milieu si possible. Je veux avoir l'air épuisé à mon arrivée. Mais en coulisses, je veux que tu contactes notre pilote privé, Damien. Demande-lui de faire voler l'hélicoptère noir de la compagnie jusqu'au petit aérodrome privé juste à l'extérieur de Vallée des Pins. Dis-lui de rester en attente tout le week-end. Pleinement ravitaillé, prêt à décoller à tout moment. » Solène a finalement souri, un sourire aigu et prédateur. « Donc, nous jouons le long terme. » Compris. Damien sera en attente à 15 minutes de la maison de tes parents. Autre chose ? Oui, ai-je dit, jetant le sac à dos en toile moche sur mon épaule. Garde ton téléphone près de toi le samedi matin. Quand je t'enverrai le signal, je veux que cet hélicoptère atterrisse sur leur pelouse. Le lendemain matin,
je me suis retrouvé coincé au siège du milieu d'un avion commercial exigu et surchargé. L'air sentait légèrement le café rassis et le souffle recyclé. À ma gauche, un homme d'affaires tapait agressivement sur un ordinateur portable, son coude me rentrant constamment dans les côtes. À ma droite, un adolescent dormait la bouche ouverte, ronflant occasionnellement au-dessus du rugissement des moteurs. C'était un contraste frappant et déroutant avec le luxe silencieux du jet privé que je louais habituellement pour les affaires de l'entreprise. Mais cet inconfort était nécessaire. Il me ramenait à la réalité. Il me mettait exactement dans l'état d'esprit dont j'avais besoin pour faire face à Julien et Manon. Alors que l'avion traversait une zone de turbulence, faisant claquer mes dents, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver vers Vallée des Pins. Ma ville natale était nichée dans une région pittoresque de France célèbre pour ses vignobles vallonnés, ses domaines viticoles et une culture qui idolâtrait le succès superficiel. À Vallée des Pins, votre valeur se mesurait à l'étiquette de votre bouteille de vin, à la superficie de votre propriété et à la marque de la voiture garée dans votre allée. En grandissant, j'ai toujours été l'original. Alors que Julien était l'athlète vedette destiné à la grandeur corporative et Manon la reine du bal de promo organisant des dégustations de vins caritatives, j'étais la nerde tranquille assise dans un coin avec un ordinateur portable à écrire du code. Mes parents essayaient d'être justes, mais il était douloureusement évident qu'ils considéraient Julien et Manon comme leurs véritables héritiers. C'étaient les enfants qui suivaient le script. J'étais la carte joker, la déception qui refusait de jouer selon les règles snobs de la ville. Quand l'avion a finalement atterri sur le tarmac avec un lourd bruit sourd, j'ai attrapé mon sac à dos en toile usée et j'ai rejoint le troupeau de passagers se dirigeant vers la sortie. J'ai passé devant la file de berlines noires élégantes et de voitures de luxe en attente au trottoir et j'ai plutôt hélé un vieux taxi jaune qui n'avait pas l'air d'avoir été lavé depuis un mois. Le chauffeur de taxi a jeté mon sac dans le coffre et je me suis glissé sur la banquette arrière. Les coussins en vinyle étaient craqués et toute la voiture sentait légèrement la vieille fumée de cigarettes et un désodorisant au pain bon marché. Alors que nous quittions l'aéroport et entamions le long trajet à travers les routes sinueuses de la vallée, j'ai regardé par la fenêtre les rangées interminables de vignes. Elles étaient magnifiques, baignées par le soleil de fin d'après-midi, mais pour moi, elles ressemblaient juste à des cages. Chaque kilomètre me rapprochait de la maison. Et à chaque kilomètre, le nœud dans mon estomac se serrait davantage. Ce n'était pas de la peur. C'était une anticipation lourde, suffocante. Je savais exactement ce qui m'attendait. Je savais le ton spécifique que Julien utiliserait en me saluant. Je savais exactement la façon dont Manon me regarderait de haut en bas et plisserait le nez de dégoût. J'avais passé des années à fuir leur jugement, construisant un empire dans l'ombre juste pour ne jamais avoir à leur demander un seul centime. J'ai baissé les yeux sur mon pull gris délavé et les bouts éraflés de mes baskets. Pendant une brève seconde, j'ai ressenti un éclair de l'ancienne insécurité, de la jeune fille de 18 ans terrifiée qui voulait juste que sa famille soit fière d'elle. Mais j'ai rapidement écrasé ce sentiment, l'enfouissant profondément sous une montagne de dure réalité froide. Cette fille était partie. Elle était morte dans un appartement glacial à Paris, remplacée par une femme qui s'était battue bec et ongles pour assurer un avenir à 40 millions d'euros. Le taxi a tourné dans la rue familière bordée d'arbres de mon quartier d'enfance. Les maisons ici étaient des maisons de plain-pied tentaculaires, la plupart d'entre elles arborant de petits vignobles privés dans leurs arrière-cours. Alors que le chauffeur ralentissait et entrait dans l'allée en gravier de la maison de mes parents, j'ai pris une dernière grande inspiration. L'armure était en place. Le piège était tendu. Il était temps de retourner dans la gueule du loup. Les pneus du taxi bon marché ont crissé bruyamment sur l'allée en gravier, s'arrêtant juste derrière un SUV de luxe neuf et rutilant. Le SUV était noir, agressif et poli à un éclat miroir. Je n'avais même pas besoin de voir la plaque d'immatriculation pour savoir qu'il appartenait à mon frère. J'ai payé le chauffeur en espèces, attrapé mon sac à dos effiloché et poussé la porte grinçante du taxi. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, j'ai vu Julien. Il se tenait sur la véranda en bois qui entourait la maison de nos parents, appuyé nonchalamment contre la balustrade. Il était habillé comme s'il était prêt pour une séance photo dans un magazine d'affaires, un pantalon de costume bleu marine impeccable, un polo bleu clair parfaitement ajusté et une montre en or qui captait juste la lumière du soleil de l'après-midi.
Il a regardé le taxi s'éloigner, un sourire lent et condescendant se répandant sur son visage. Eh bien, lança Julien, sa voix portant facilement dans le jardin. Regardez qui a enfin décidé de nous honorer de sa présence. Je commençais à croire que tu allais faire de l'autostop depuis Paris. J'ai forcé mes épaules à s'affaisser légèrement, jouant le rôle de la sœur épuisée et abattue. Le vol a été retardé, Julien. Il y avait beaucoup de trafic. Il a lentement descendu les marches de la véranda, réduisant la distance entre nous. Il n'a pas offert d'étreinte. Il n'a même pas offert de poignée de main. Au lieu de cela, il est resté à quelques mètres, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds, observant le pull délavé, le poignet déchiré, les baskets éraflées. Le sourire sur son visage s'est transformé en un regard de pitié absolue. Je vois ça, a-t-il dit, secouant lentement la tête. Dur voyage, hein? Clémence, regarde-toi. On dirait que tu as dormi sur un banc de parc. Les choses sont-elles vraiment si mauvaises en ville? Je l'ai regardé dans les yeux. En apparence, il jouait le grand frère inquiet. Mais en dessous, je pouvais voir la vérité. Je suis formé pour analyser les données, pour rechercher les schémas cachés, et Julien était un livre ouvert. J'ai remarqué la façon dont ses yeux revenaient constamment sur sa propre voiture chère, désespéré de s'assurer que je l'avais remarqué. J'ai remarqué que sa montre en or, bien que voyante, était un modèle plus ancien, le genre que l'on achète d'occasion pour maintenir les apparences. Et sous l'odeur prédominante de son parfum de marque, je pouvais détecter la subtile odeur aigre de sueur nerveuse. Julien projetait un succès massif, mais il s'y efforçait beaucoup trop. Je me débrouille, ai-je marmonné, gardant les yeux baissés. Le travail en freelance est juste un peu lent en ce moment. Julien a poussé un soupir théâtral bruyant, posant une main lourde sur mon épaule. Sa prise était ferme, presque douloureuse, un rappel physique qu'il se considérait comme le chef. Clémence, quand vas-tu te réveiller et trouver un vrai travail? Je t'ai dit il y a des années que cette fantaisie de start-up technologique était une impasse. Regarde-moi. Je suis vice-président senior maintenant. Je viens de conclure un accord immobilier majeur au club de golf hier. J'ai de la sécurité. J'ai un prêt immobilier. J'ai une vie. Il m'a serré l'épaule une dernière fois avant de lâcher prise et de désigner vaguement mon sac à dos. Viens à l'intérieur. Maman et papa sont dans le salon. Essaie de ne pas les contrarier avec ta situation. Ils ont déjà assez de soucis sans avoir à s'inquiéter de la façon dont leur plus jeune fille va payer son prochain repas. J'ai mordu l'intérieur de ma joue si fort que j'ai senti un léger goût métallique de sang. L'arrogance pure de cet homme était stupéfiante. Il sermonnait une multimillionnaire sur la sécurité financière. Mais j'ai ravalé ma colère, affichant un sourire faible et reconnaissant. Merci, Julien, ai-je dit doucement. J'essaierai de me faire discrète. Bonne fille, a-t-il dit, me tournant le dos et montant les escaliers. Il n'a même pas proposé de porter mon sac. Je l'ai suivi sur les marches en bois, mes vieilles baskets ne faisant aucun bruit comparé à ces lourdes chaussures en cuir coûteuses. Le piège fonctionnait parfaitement. Julien était si aveuglé par son propre ego qu'il ne pouvait pas voir la tempête massive qui se préparait juste au-dessus de sa tête. L'intérieur de la maison sentait exactement comme dans mes souvenirs, un mélange de vieux bois, de cire à la lavande et de la légère odeur poussiéreuse de vieux livres. Julien m'a conduite dans le couloir et dans le salon principal. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant de longues ombres sur le tapis floral délavé. Mon père était assis dans son grand fauteuil inclinable en cuir marron face à la télévision, bien que l'écran soit complètement vide. Il avait l'air terriblement petit. L'homme fort et autoritaire qui me portait sur ses épaules à travers les vignobles avait disparu, remplacé par une coquille fragile. Ses cheveux étaient entièrement blancs, et il regardait ses propres mains avec un air de confusion profonde et troublante. La démence avait progressé rapidement. Assise sur le canapé à proximité se trouvait ma mère. Elle avait un épais coussin orthopédique calé sous sa jambe, un triste rappel de sa récente opération de la hanche. Son visage était marqué par l'épuisement. Mais dès qu'elle m'a vu debout dans l'embrasure de la porte,
ses yeux se sont illuminés. Clémence. Ma chérie, a-t-elle haleté, sa voix tremblante. Elle a essayé de se lever, grimaçant de douleur. J'ai immédiatement laissé tomber mon sac à dos et j'ai accouru, la repoussant doucement dans les coussins. Ne te lève pas, maman. Je suis là. Je suis juste là. Elle a enroulé ses bras fins et fragiles autour de mon cou, me serrant fort. Je pouvais sentir ses os à travers son cardigan. Quand elle a finalement reculé, elle a encadré mon visage de ses mains, ses yeux scrutant mes traits. Puis son regard est tombé sur mon pull délavé et le poignet déchiré. Son sourire a vacillé, remplacé par un regard de pitié déchirante. Oh, ma douce enfant, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Tu as l'air si fatiguée. Manges-tu assez là-bas en ville? As-tu assez chaud dans ton appartement? Tu sais, si tu as besoin d'un peu d'argent pour l'épicerie, je peux aussi demander à Julien. Je vais bien, maman. Vraiment? J'ai assez à manger, ai-je dit rapidement, combattant la boule soudaine qui se formait dans ma gorge. C'était la partie la plus difficile du déguisement. Je détestais lui mentir. Je détestais la faire s'inquiéter. Julien, qui était resté appuyé contre l'encadrement de la porte à observer les retrouvailles, a raclé bruyamment sa gorge. Ne t'inquiète pas pour elle, maman. Clémence a fait ses choix. Nous sommes ici pour parler de tes besoins, pas des siens. Nous avons beaucoup de planification financière à faire. Ma mère a soupiré, baissant les yeux sur ses genoux. Je sais, Julien. Je m'inquiète juste. Les factures médicales sont si élevées. Même avec l'assurance, les franchises et les spécialistes, c'est une fortune. Elle m'a regardé, des larmes montant dans ses yeux. Mais nous avons eu tellement de chance, Clémence. Un miracle, vraiment. Au cours des 2 dernières années, une fondation caritative anonyme a couvert presque tous nos frais imprévus. La banque dit que c'est un donateur privé pour les familles de patients atteints de démence. Sans eux, nous aurions perdu cette maison il y a des mois. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine et j'ai dû physiquement forcer mon visage à rester complètement impassible. J'ai lentement tendu la main et tapoté la main de ma mère. C'est une merveilleuse nouvelle, maman. Un vrai miracle. La vérité massive et non dite qui hurlait dans ma tête était qu'il n'y avait pas de fondation caritative magique. Il y a 2 ans, lorsque papa a été diagnostiqué pour la première fois et que les factures ont commencé à s'accumuler, j'ai discrètement créé une fondation écran par le biais de ma société. Chaque mois, j'avais viré des milliers d'euros directement sur leurs comptes médicaux pour les maintenir à flot. J'ai payé les spécialistes de la mémoire de papa. J'ai payé l'opération de la hanche de maman. J'ai payé la physiothérapie. Je l'ai fait anonymement parce que je savais que si Julien ou Manon découvraient que j'avais de l'argent, ils trouveraient un moyen de s'emparer des fonds pour eux-mêmes. J'ai jeté un coup d'œil à Julien. Il hochait la tête sérieusement, jouant le rôle du fils responsable. Il n'avait absolument aucune idée que la sœur inutile et fauchée dont il aimait se moquer était la seule raison pour laquelle il ne payait pas actuellement les dettes de leurs parents. Il pensait qu'il était le sauveur de la famille. Il pensait qu'il était le roi. J'ai serré la main de ma mère une dernière fois, lâchant prise et me redressant. La culpabilité de lui mentir était lourde, mais elle ne faisait que solidifier ma détermination. Julien et Manon devaient être exposés. J'allais les laisser creuser leur propre tombe, insulte après insulte. La tension dans la maison était lourde et suffocante jusqu'à l'heure du dîner. Ma mère, malgré sa douleur, avait insisté pour dresser la table de la salle à manger avec sa belle porcelaine. Le poulet rôti sentait incroyablement bon, mais mon appétit avait complètement disparu au moment où la sonnette a retenti. Manon était arrivée. Elle est entrée dans la maison comme un ouragan de parfums chers et de confiance bruyante. Elle portait une robe de créateur sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette, des talons aiguilles vertigineux qui claquaient sèchement sur le parquet, et un sac à main en cuir qui coûtait facilement 3 mois de loyer pour une personne moyenne. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en vagues volumineuses. Elle n'avait pas l'air d'une femme venant discuter de ses parents mourants. Elle avait l'air de marcher sur un tapis rouge. Maman, papa, a gazouillé Manon,
embrassant l'air près de la joue de ma mère pour éviter de ruiner son maquillage. Elle a fait un high-five à Julien, félicitant son nouveau SUV garé dehors. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Elle a cessé de bouger. Le sourire éclatant et faux sur son visage s'est lentement transformé en un ricanement de dégoût non dissimulé. Elle a regardé ma queue de cheval en bataille, mon pull délavé et mon jean bon marché comme si j'étais un morceau de déchet que quelqu'un avait traîné sous sa chaussure. « Clémence », a-t-elle dit, sa voix baissant d'un octave, complètement dépourvue de chaleur. « Waouh, tu n'as vraiment pas changé du tout, n'est-ce pas ? Je pensais que vivre à Paris t'aurait peut-être appris un peu sur l'hygiène personnelle. » Contente de te voir aussi, Manon, ai-je répondu calmement, tirant une chaise et m'asseyant à table. Le dîner fut un exercice de torture psychologique. Pendant les 30 premières minutes, Julien et Manon ont dominé la conversation, se vantant agressivement de leur mode de vie somptueux. Julien a parlé d'une adhésion à un club de golf pour laquelle il postulait. Manon a parlé sans fin d'un gala de charité très chic qu'elle avait organisé pour l'élite viticole locale, citant des noms de politiciens locaux et de riches propriétaires de vignobles. Ils ont lancé des chiffres et des données, s'assurant que maman et papa entendent exactement à quel point ils avaient réussi. Ils m'ont complètement ignoré, me traitant comme une employée de maison à qui on permettait simplement de s'asseoir à table jusqu'au dessert. Alors que ma mère apportait une assiette de pommes coupées et de fromage, la conversation s'est finalement tournée vers moi. Mais ce n'était pas par curiosité. C'était par malveillance. Alors Clémence, a dit Manon, faisant tournoyer un verre de vin rouge cher qu'elle avait apporté elle-même. Tu fais toujours ton petit passe-temps informatique ? C'est quoi ? Réparer des sites web pour des boulangeries locales ? Je travaille dans les logiciels, Manon, ai-je dit doucement, gardant les yeux sur mon assiette. Julien a laissé échapper un court rire sec. Logiciel, bien sûr. À peine de quoi survivre. Plutôt ça. Maman me disait que tu avais l'air affamé. Manon s'est penchée en avant, posant son menton parfaitement manucuré sur sa main. Ses yeux pétillaient d'une cruelle amusement. Elle aimait ça. Elle aimait avoir un public pour m'humilier. Lentement, délibérément, elle a fouillé dans son sac à main de créateur et a sorti son portefeuille en cuir. Elle l'a ouvert, a fouillé un instant, et a sorti une petite carte en plastique. D'un revers de poignet, elle a fait glisser la carte sur la table en bois poli. Elle s'est arrêtée directement devant mon assiette. J'ai baissé les yeux. C'était une carte cadeau prépayée pour une chaîne de café discount bon marché. Écrit sur le devant au marqueur noir, il y avait le chiffre 10. 10 €. Tiens, a dit Manon, sa voix dégoulinante d'une douceur sirupeuse et toxique. Prends ça, Clémence. Utilise-le pour t'acheter une bonne tasse de café. Ou peut-être pour le trajet en bus jusqu'à l'aéroport. Honnêtement, te regarder est juste déprimant. Considère ça comme un don de charité de ta grande sœur. Le silence s'est fait dans la pièce. Même Julien semblait retenir son souffle, attendant de voir ma réaction. Ma mère avait l'air horrifiée, ouvrant la bouche pour gronder Manon, mais aucun mot n'est sorti. J'ai fixé le morceau de plastique de 10 €. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, une colère furieuse et brûlante qui menaçait de déborder. C'était l'insulte suprême, une déclaration publique que ma valeur dans cette famille équivalait à une poignée de monnaie. Je sentais mes mains trembler légèrement sous la table. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté la carte à la figure. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai tendu la main, ramassé la carte et l'ai glissée dans la poche de mon pull effiloché. J'ai levé les yeux vers Manon, fixant son regard, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était une courbe froide et vide des lèvres. Merci, Manon, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'apprécie la générosité. Je m'assurerai de bien l'utiliser. Manon a semblé légèrement déçue que je n'ai pas fondu en larmes, mais elle s'est rapidement remise, jetant ses cheveux par-dessus son épaule et se tournant vers Julien. Eh bien, quelqu'un doit s'occuper des moins fortunés, n'est-ce pas ? Elle a ri.
Je suis restée assise là, la carte en plastique me brûlant la poche, les laissant se dorer dans leur victoire illusoire. Ils n'avaient aucune idée. Ils n'avaient absolument aucune idée de l'enfer que j'étais sur le point de leur faire pleuvoir. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide à propulser cette vidéo vers plus de personnes qui aiment les histoires de drames familiaux satisfaisantes. Et je vous apprécie tous tellement. Plus tard dans la nuit, la maison est finalement devenue silencieuse. Maman et papa étaient couchés, et Julien et Manon s'étaient retirés dans leurs chambres d'amis respectives, probablement en train de s'envoyer des SMS pour coordonner leur attaque pour la réunion de famille officielle du matin. J'étais allongée sur le lit jumeau étroit de mon ancienne chambre d'enfant, fixant les ventilateurs de plafond tournant paresseusement dans l'obscurité. La faible lueur jaune d'un lampadaire filtrait à travers les stores, projetant des ombres de barreaux de prison sur les murs. Ma main a fouillé dans la poche de mon pull, en sortant la carte cadeau de 10 € que Manon m'avait jetée. J'ai tourné et retourné le plastique lisse entre mes doigts. L'audace de son insulte ne m'a pas blessée. Elle a juste déterré des fantômes que j'avais passé la dernière décennie à essayer d'enfouir. Allongé dans l'obscurité, mon esprit a été violemment ramené à un souvenir d'il y a 10 ans. Le souvenir du péché originel qui a brisé cette famille. J'avais 18 ans. J'étais une étudiante en première année, vivant de café instantané et d'adrénaline, consacrant chaque seconde éveillée à un énorme projet de codage. C'était la version bêta d'Ecoar, une application conçue pour aider les petites entreprises à suivre et à réduire leurs émissions de carbone tout en économisant sur les crédits d'impôt. C'était brut, mais la logique était impeccable. C'était une idée valant plusieurs millions d'euros, et j'en étais incroyablement fière. Comme une idiote, je voulais l'approbation de mon grand frère. C'était les vacances de la Toussaint. Julien avait 28 ans à l'époque, un jeune cadre ambitieux dans une importante firme de logistique. Je me souviens être assise à la table de la cuisine, lui poussant avec impatience mon ordinateur portable, lui montrant les wireframes, l'architecture du back-end et l'analyse de marché projetée. « Regarde, Julien », lui avais-je dit, ma voix tremblante d'excitation. Si une entreprise intègre cette API de suivi, elle peut réduire les frais généraux de 15% dès la première année tout en étant éligible aux subventions pour l'énergie verte. C'est énorme. Julien s'était penché sur l'écran. Je me souviens de l'expression exacte de son visage. Ce n'était pas de la fierté. C'était une fin prédatrice calculatrice. Il m'a posé des questions détaillées. Il a demandé une copie de l'ébauche de la proposition commerciale pour la revoir et me donner des conseils. Croyant qu'il essayait de m'aider, je lui ai envoyé mon résumé exécutif complet. 3 mois plus tard, mon monde s'est effondré. J'ai reçu un bulletin d'information de l'industrie par email. Le titre annonçait une percée majeure chez la firme de logistique de Julien. Il lançait un nouveau système logiciel interne révolutionnaire pour suivre les émissions de carbone et réduire les frais généraux. L'architecte principal du projet, l'homme qui venait d'être promu vice-président senior et qui avait reçu un énorme chèque de bonus pour sa vision innovante, était Julien. Il avait pris ma proposition exacte, changé le nom, apposé le logo de l'entreprise et l'avait présenté à son conseil d'administration comme sa propre idée originale. Je me souviens l'avoir appelé, mes mains tremblant si violemment que j'ai laissé tomber le téléphone 2 fois. Quand il a finalement répondu, je sanglotais, exigeant une explication, le suppliant de me dire que c'était un malentendu. La voix de Julien au téléphone était glaciale, dépourvue de toute culpabilité. « Grandis, Clémence », avait-il sifflé. Les idées sont bon marché. L'exécution est tout. Tu es une gamine de 18 ans dans un dortoir. Tu n'aurais jamais pu construire ça. J'ai pris ton petit concept et je l'ai rendu réel. Tu devrais me remercier d'avoir prouvé que ta théorie fonctionne. Si jamais tu essaies de prétendre que j'ai volé ça, je jure devant Dieu, je t'enterrerai avec nos avocats d'entreprise. Ne sois pas une enfant hystérique. Il m'a raccroché au nez, mon propre frère. Il a volé ma propriété intellectuelle, l'a utilisée pour bâtir les fondations de sa vie fausse et luxueuse, puis a menacé de me détruire si j'osais dire la vérité. C'est ce jour-là que la sœur qu'il aimait est morte.
J'ai serré la carte cadeau de 10 € dans ma main, si fort qu'elle s'est pliée en deux avec un claquement sec. Le souvenir de sa trahison avait un goût de cendre dans ma bouche. Demain matin, Julien allait se tenir dans le salon et essayer de me demander de l'argent. Il allait essayer d'affirmer sa domination. Il pensait que j'étais toujours cette jeune fille terrifiée de 18 ans pleurant au téléphone. J'ai jeté la carte en plastique cassée dans la poubelle à côté du lit. Je n'étais plus une gamine de 18 ans. J'étais la PDG qui venait de vendre la version finale et perfectionnée de cette idée volée pour 40 millions d'euros. J'ai fermé les yeux, un calme froid et impitoyable s'installant dans mon esprit. Qu'il dorme paisiblement ce soir. Demain, la tempête arrivait. La trahison de Julien fut une blessure béante et sanglante, mais c'est Manon qui y a versé du sel, s'assurant qu'elle ne guérisse jamais correctement. Allongée dans mon lit d'enfant, fixant le plafond, les souvenirs de sa cruauté me sont revenus avec une clarté absolue. Quand Julien a volé mon application, je ne suis pas restée silencieuse. Pendant un bref et naïf instant, j'ai essayé de me battre. J'ai essayé d'avertir les commerçants locaux de notre ville, les gérants de vignobles qui connaissaient notre famille, que le génie soudain de Julien était bâti sur un mensonge. C'est là que Manon est intervenue en tant que son chien d'attaque farouchement loyal. Elle ne l'a pas fait par amour pour Julien. Elle l'a fait parce que la nouvelle richesse de Julien élevait son propre statut social. Elle avait besoin de son argent et de son prestige corporatif pour impressionner ses amis de la haute société. Alors, pour protéger sa réputation, elle a complètement détruit la mienne. Manon a utilisé ses relations dans les circuits de marketing locaux et les clubs de golf pour lancer une campagne de diffamation discrète et brutale contre moi. Elle a commencé à semer le doute dans l'esprit de tous. Elle assistait à des dégustations de vin et à des galas de charité, soupirant dramatiquement, racontant aux gens que sa pauvre petite sœur souffrait de graves problèmes de santé mentale. Elle leur a dit que j'avais abandonné l'université parce que j'avais des délires paranoïaques, que j'étais obsessivement jalouse du succès de Julien et que j'inventais des histoires folles à propos de lui me volant. Elle était brillante. Elle jouait parfaitement le rôle de la grande sœur tragique et inquiète, et les riches élites de Vallée des Pins ont avalé chaque mot de son poison. En l'espace de 6 mois, j'étais complètement isolée socialement. Je n'étais plus invitée aux mariages familiaux et aux fêtes de fin d'année parce que ma présence était jugée trop perturbatrice. Lorsque j'ai essayé d'obtenir un minuscule prêt de 5 000 € auprès d'une banque communautaire locale pour redémarrer mes projets de codage, l'agent de crédit, qui jouait au golf avec Julien, m'a regardé avec un mélange de pitié et d'agacement, refusant immédiatement la demande. Manon n'a pas seulement détruit ma crédibilité. Elle a détruit tout mon système de soutien. Elle m'a dépeinte comme une menteuse instable et toxique, assassinant complètement mon personnage afin que Julien puisse s'en sortir indemne avec le travail de ma vie. Je me souviens l'avoir appelée une nuit, la suppliant d'arrêter de répandre les rumeurs, lui disant qu'elle ruinait ma vie. Sa réponse fut un rire froid et cruel. Elle m'a dit que personne ne faisait confiance à un décrocheur et que si je savais ce qui était bon pour moi, je ferais mes bagages et quitterais la ville avant d'embarrasser davantage la famille. Alors, je suis partie. J'ai emballé mes maigres affaires dans une seule valise, j'ai pris un autocar pour Paris et j'ai complètement disparu de leur monde. Je ne leur ai pas parlé pendant des années, ne répondant qu'aux rares appels téléphoniques de fête pour maintenir le strict minimum de contact pour le bien de mes parents. Chaque fois que j'appelais, Manon demandait avec la même fausse sympathie si je cherchais enfin une thérapie pour mes problèmes. Ils m'avaient exilée avec succès. Ils avaient bâti leur vie parfaite et brillante sur ma réputation ruinée. Ils pensaient m'avoir enterrée vivante à Paris, supposant que je finirais par disparaître dans une vie de pauvreté et d'échecs silencieux. Ils pensaient que j'étais faible. Ils n'avaient aucune idée que l'isolement qu'ils m'avaient imposé était exactement ce dont j'avais besoin pour me forger en quelque chose d'incassable. La transition d'une jeune fille naïve de 18 ans à la PDG d'un empire technologique de 40 millions d'euros n'a pas été glamour. Ce fut une guerre d'usure brutale, laide et épuisante. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai loué un minuscule appartement studio glacial au-dessus d'une laverie bruyante. Les murs étaient en papier, le chauffage était en permanence en panne, et je dormais sur un matelas que j'avais trouvé dans une friperie. J'ai pris un travail de nuit dans un restaurant bon marché, servant du café aux touristes ivres jusqu'à 4 heures du matin.
Je rentrais, dormais exactement 4 heures, puis me réveillais pour écrire du code jusqu'à ce que mes doigts se contractent et que mes yeux brûlent. J'ai reconstruit l'application EcoGuard de fond en comble. Mais cette fois, je l'ai rendue 10 fois meilleure, plus rapide et complètement invulnérable au vol. J'ai appris le droit des sociétés en lisant des manuels à la bibliothèque publique. J'ai appris à rédiger des accords de non-divulgation inattaquables. Je vivais d'un régime strict de nouilles instantanées à 1 euro et d'eau du robinet. Il y a eu des semaines où j'avais exactement 12 euros sur mon compte bancaire, terrifié qu'une seule facture inattendue me rende sans abri. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, chaque fois que l'épuisement menaçait de me briser, je pensais au sourire suffisant de Julien. J'entendais le rire cruel de Manon résonner dans ma tête. Leur trahison était le carburant incessant qui brûlait dans ma poitrine. La colère est un excellent moteur si l'on sait la maîtriser, et j'en ai maîtrisé chaque goutte. Après 4 ans de travail acharné, la percée a finalement eu lieu. Une entreprise de logistique de taille moyenne en France a tenté sa chance avec mon logiciel bêta. En l'espace de 3 mois, elle a économisé des centaines de milliers d'euros en coûts opérationnels. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les investisseurs ont commencé à appeler. Mon équipe est passée de moi seul dans un appartement glacial à 50 ingénieurs brillants dans un gratte-ciel du quartier des affaires. Et puis il y a 6 mois, un grand conglomérat technologique nous a rachetés. 40 millions d'euros et j'ai conservé mon poste de conseillère exécutive senior. J'ai ouvert les yeux, le souvenir de ces jours sombres s'estompant, remplacé par la lueur jaune du lampadaire dans ma chambre d'enfant. Le soleil commençait juste à se lever sur Vallée des Pins. Les oiseaux commençaient à chanter devant la fenêtre. C'était samedi matin, le jour de la réunion de famille. Je me suis assise sur le bord du lit jumeau, roulant mes épaules. La colère du passé n'était plus un feu sauvage et incontrôlable. C'était un laser aigu et concentré. Je suis sortie du lit et j'ai remis mon pull gris effiloché. Je me suis regardée dans le petit miroir sur la porte du placard. J'avais exactement l'air de la sœur brisée et vaincue qu'il s'attendait à voir. L'armure était solidement en place. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert la porte de la chambre et suis sortie pour affronter le peloton d'exécution. La réunion de famille était prévue à 9 heures précises dans le salon principal. Quand je suis entrée, tenant une tasse de café instantané bon marché, la scène était déjà prête. Julien avait même apporté un projecteur portable de son bureau et l'avait connecté à son ordinateur portable élégant, projetant une présentation sur le mur vierge au-dessus de la cheminée. La diapositive de titre indiquait « Options de soins parentaux et restructuration financière », écrit en gras, dans une police d'entreprise agressive. Maman et papa étaient assis ensemble sur le canapé. Papa avait l'air complètement perdu, fixant l'écran blanc du projecteur tandis que maman lui tenait la main, l'air nerveuse et épuisée. Manon était perchée sur un fauteuil en velours, vêtue d'une blouse en soie de créateur, faisant défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entrée, laissant juste échapper un petit soupir dramatique comme si ma présence était un inconvénient majeur. « Prends un siège dans le coin, Clémence », a ordonné Julien, sans même quitter l'écran de son ordinateur portable. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir, et je ne veux pas gaspiller tout mon week-end. J'ai tranquillement marché jusqu'à un petit tabouret en bois bancal au fond de la pièce et je me suis assise, tenant ma tasse de café à 2 mains, me faisant paraître aussi petite et insignifiante que possible. Julien a attrapé une télécommande et s'est tenu devant la pièce comme un PDG s'adressant à ses actionnaires. Il a cliqué sur la première diapositive. Elle affichait une série de photos glacées d'un immense établissement de vie assistée de luxe. Il y avait des jardins manucurés, une salle à manger privée qui ressemblait à un restaurant 5 étoiles, et un programme quotidien qui incluait des dégustations de vin et des séances de musicothérapie classique. C'est le domaine des chênes verts, a annoncé Julien, sa voix résonnant dans la pièce. C'est l'établissement de soins de la mémoire et de vie assistée le plus prestigieux de la région. Maman, papa, c'est là que vous méritez d'être. Il y a un personnel médical de premier ordre sur place 24h24 et 7h7. Ma mère a haleté doucement, ses yeux s'écarquillant devant les images. Julien, mon chéri, cela ressemble à un complexe de luxe. Nous ne pourrions jamais nous permettre quelque chose comme ça.
Nos économies de retraite. Laissez-moi m'occuper de l'argent, maman, a interrompu Julien d'une voix suave, cliquant sur la diapositive suivante, qui montrait un énorme graphique circulaire des répartitions financières. La réalité est que la fondation caritative anonyme actuelle qui a payé vos factures pourrait disparaître demain. Nous ne pouvons pas dépendre de dons. Nous avons besoin d'un plan familial solide. Le domaine des chaînes verts coûte exactement 12 000 € par mois pour une suite double. Il a fait une pause, laissant ce nombre énorme planer lourdement dans l'air pour s'assurer que tout le monde en ressente le poids. Maintenant, a poursuivi Julien, tournant son regard vers moi, ses yeux se rétrécissant en un regard acéré et critique. Manon et moi avons déjà discuté de cela. Étant donné que nous sommes tous deux très performants et financièrement stables, nous sommes prêts à prendre en charge la majeure partie. Je couvrirai 45% du coût mensuel. Manon couvrira 45%. Il reste exactement 10%. Il a pointé le pointeur laser directement sur ma poitrine. C'est 1 200 € par mois, Clémence. Nous ne te demandons de couvrir qu'un misérable 10%. Maintenant, je sais que tu vis pratiquement dans la pauvreté en jouant avec des ordinateurs, mais il est temps de grandir et de prendre des responsabilités. Tu dois trouver un deuxième ou un troisième emploi, quoi qu'il en coûte. Nous n'allons pas porter ton poids mort éternellement. Peux-tu gérer 1 200 € par mois ou es-tu complètement inutile? Manon a finalement levé les yeux de son téléphone, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Si elle n'a pas les moyens, Julien, peut-être qu'elle peut nettoyer les sols de l'établissement pour payer sa part. Ou peut-être qu'elle peut juste sauter des repas pendant quelques semaines. Elle pourrait de toute façon faire un régime. Ils aimaient ça. Ils se délectaient absolument de la dynamique de pouvoir, me coinçant intentionnellement pour me regarder me tortiller, exigeant de l'argent qu'ils étaient entièrement convaincus que je n'avais pas. J'ai gardé la tête baissée, fixant ma tasse de café, jouant le rôle de la victime humiliée. Mais mon esprit était en pleine effervescence. 12 000 € par mois. Le meilleur établissement de soins de luxe de cette région culminait à 8 000. Julien gonflait considérablement les chiffres. Quelque chose n'allait vraiment pas, et j'allais découvrir exactement de quoi il s'agissait. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir, ai-je marmonné doucement, gardant ma voix tremblante et incertaine. Je vais chercher de l'eau. Julien a levé les yeux au ciel agressivement, jetant la télécommande sur la table basse. Incroyable. Nous lui demandons un misérable millier d'euros et elle agit comme si nous lui avions demandé de vendre un rein. Bien. Va chercher ton eau, Clémence. Nous te donnons 5 minutes pour régler ta vie. Puis nous avons besoin d'une réponse. Je me suis levée, les épaules voûtées, et je suis sortie du salon. J'ai marché dans le couloir vers la cuisine, mais je n'ai pas ouvert le robinet. Au lieu de cela, je suis restée parfaitement immobile dans l'ombre de la porte du garde-manger, retenant mon souffle. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu les pas lourds de Julien, suivis par le claquement aigu des talons de Manon. Ils sont entrés dans la cuisine, pensant que j'étais allée à la salle de bain à l'étage. Mon Dieu, elle est tellement pathétique, a chuchoté Manon bruyamment, ouvrant le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau pétillante. Tu as vu sa tête? On aurait dit qu'elle allait pleurer pour 1 000 €. Je me fiche qu'elle pleure. J'ai juste besoin qu'elle accepte de payer, a sifflé Julien, sa voix tendue d'une panique sous-jacente que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai besoin de cette trésorerie supplémentaire, Manon. La firme fait un audit interne le mois prochain. S'il découvre combien de capital d'entreprise j'ai détourné pour couvrir mes appels de marge personnelle, je suis complètement ruinée. J'ai figé dans l'ombre, mon cœur battant contre mes côtes. Calme-toi, a dit Manon, faisant sauter le bouchon de sa bouteille d'eau. Tu auras l'argent. L'établissement ne coûte que 8 000 € par mois. Si nous forçons Clémence à payer ses 1 200 € et que nous liquidons le portefeuille de retraite restant de maman et papa sous prétexte de gérer leur succession, nous pouvons facilement détourner les 4 000 € supplémentaires par mois pour couvrir tes arriérés de prêt immobilier. Personne ne va auditer un fonds médical familial. Ce n'est pas seulement le prêt immobilier, Manon, a gémi Julien, l'air sincèrement désespéré. Je suis à découvert sur 3 cartes de crédit platine différentes.
Mon leasing de voiture a 3 mois de retard. Si je n'obtiens pas une injection massive de liquidité d'ici la fin du trimestre, la banque va saisir la maison. Tu dois me soutenir là-dessus. Si Clémence refuse de payer, nous devons la menacer de la couper complètement. Elle paiera, Harry Manon. Un sang-froid et vide. C'est une petite perdante faible qui veut juste appartenir à cette famille. Elle fera 3/4 dans un restaurant juste pour nous faire plaisir. De plus, le tournoi de golf de mon mari nous a ruinés cette année. Ça ne me dérangerait pas de prendre une petite part du fonds de retraite de maman pour payer ma carte des Galeries Lafayette. Debout dans l'obscurité, le dernier fil de loyauté familiale dans ma poitrine a cédé. Le son qu'il a produit dans mon esprit était assourdissant. Ce n'était plus seulement de l'arrogance. Ce n'était plus seulement leur cruauté. C'était de la pure avidité sociopathe. Julien était en faillite, vivant un mensonge complet, noyé sous les dettes de son besoin pathétique de paraître riche. Manon était là avec lui, prête à voler nos parents malades pour financer ses habitudes de shopping de créateur. Et il prévoyait de m'utiliser comme un pion, de faire sortir du sang d'une pierre pour couvrir leurs crimes financiers. Ils n'essayaient pas de prendre soin de maman et papa. Ils essayaient de les dépouiller. Je ne ressentais plus de colère. La colère est chaude et chaotique. Ce que je ressentais était un froid glacial absolu. J'ai lentement fouillé dans la poche de mon jean et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes messages et j'ai affiché le contact de mon assistante Solène. Je n'avais pas besoin de taper une longue explication. Nous avions déjà un code. J'ai tapé un seul mot, exécuter. J'ai appuyé sur envoyer, glissé le téléphone dans ma poche et je suis sorti de l'ombre. Je suis entré dans la cuisine, attrapant un verre dans le placard, mon visage un masque de calme parfait et glaçant. Julien et Manon ont légèrement sursauté, mettant fin instantanément à leur conversation, affichant à nouveau leur faux sourire de jugement sur leur visage. « Tu as compris, Clémence ?» a demandé Julien d'un ton moqueur. « Oui », ai-je dit doucement. « Retournons au salon. J'ai une réponse pour vous. » Nous sommes retournés dans le salon. Maman tenait toujours la main de papa, l'air terrifié par la ruine financière imminente que Julien venait de présenter. Julien a marché avec assurance vers l'avant de la pièce, ramassant sa télécommande tandis que Manon s'allongeait sur le fauteuil en velours, attendant le spectacle. Je ne suis pas retourné au tabouret bancal dans le coin. Au lieu de cela, j'ai marché directement au centre de la pièce, me tenant juste entre Julien et l'écran du projecteur. Alors, a exigé Julien, croisant les bras. Vas-tu agir comme une adulte et verser tes 1200 €, ou vas-tu être un parasite pour le reste de ta vie? Manon a renchéri, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Honnêtement, Clémence, si tu vends cet horrible pull et que tu mets en gage le portable bon marché que tu utilises pour tes petits boulots en freelance, tu pourrais peut-être faire le premier paiement. J'ai regardé Manon. J'ai regardé Julien. J'ai regardé le faux graphique circulaire gonflé sur le mur derrière eux. Puis j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je ne l'ai pas caché. Je n'ai pas agi timidement. Je l'ai brandi pour qu'ils le voient tous les deux, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai composé un numéro. « Qu'est-ce que tu fais ?» a aboyé Julien, son visage rougissant d'une irritation soudaine. « Range ce téléphone, Clémence. C'est une réunion de famille sérieuse, pas le moment de discuter avec tes petits amis d'internet. » Je l'ai ignoré. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix claire et professionnelle ne réponde à l'autre bout. C'était Damien, mon pilote privé. « Madame, tout est prêt. »« J'attends vos ordres, » a dit Damien, sa voix clairement audible dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec Julien. « Damien, faites-le venir tout de suite. » Pelouse devant la maison. Bien reçu. État est exactement de 3 minutes, a répondu Damien, raccrochant. J'ai baissé le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. J'ai croisé les bras et je suis resté parfaitement immobile. Julien m'a fixé, sa mâchoire serrée. Il a laissé échapper un rire moqueur bruyant, regardant Manon, qui levait les yeux au ciel. Faire venir quoi? Tu viens d'appeler un Uber?
Tu fais sérieusement une crise de colère et tu t'enfuis parce que nous t'avons demandé d'être responsable? Tu as 28 ans, Clémence. C'est pathétique, même pour toi. Oui, vas-y, fuis, a ricané Manon, se levant de sa chaise. Retourne dans ton misérable petit appartement. Sache juste que tu es morte pour cette famille. Quand maman et papa seront partis, ne viens pas nous supplier pour une aide financière. Je ne m'enfuis nulle part, ai-je dit, ma voix ayant complètement perdu son ton timide. Le volume était bas, mais l'autorité dans mon ton était absolue. C'était la voix que j'utilisais dans les salles de conférence lorsque je négociais des contrats de plusieurs millions d'euros. Julien a cligné des yeux, physiquement déconcerté par le changement soudain de mon comportement. Alors qu'est-ce que c'était que cet appel téléphonique, a demandé Julien, s'avançant vers moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. À qui as-tu dit de venir sur la pelouse devant la maison? Mon moyen de transport, ai-je dit simplement. Ton moyen de transport, a ri Manon hystériquement. Quoi? Ton chauffeur de taxi s'est perdu? Tu ne peux même pas te payer un ticket de bus, n'est-ce pas? Clémence, ma chérie, s'il te plaît, a supplié ma mère depuis le canapé, les larmes coulant enfin sur ses joues. S'il te plaît, ne te dispute pas avec ton frère. Nous pouvons trouver une solution. Tu n'es pas obligé de partir. J'ai regardé ma mère, la seule personne dans cette pièce qui m'importait vraiment, et je lui ai offert un sourire sincèrement chaleureux. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne te quitte pas. Je change juste le lieu de cette réunion. Julien a claqué sa main sur la table basse, faisant vibrer le projecteur. Assez de ces jeux. Tu vas t'asseoir et tu vas signer un contrat garantissant tes paiements mensuels ou je jure devant Dieu. La menace de Julien fut brusquement interrompue. Au début, ce n'était qu'un faible battement rythmique, comme un tambour lourd battant au loin. Mais en quelques secondes, le son a augmenté de manière exponentielle, faisant vibrer les planchers et teinter les tasses dans l'armoire de ma mère. Les vitres des fenêtres du salon ont commencé à trembler violemment. Le bruit s'est transformé en un rugissement mécanique assourdissant qui a complètement noyé tout le reste dans la pièce. Manon a hurlé, couvrant ses oreilles. Julien a trébuché en arrière, son visage perdant toute couleur alors qu'il regardait derrière moi, par la grande baille vitrée, vers le jardin avant. Le piège s'était officiellement refermé. Une ombre massive est tombée sur le salon, bloquant le soleil du matin. Le vent à l'extérieur s'est instantanément transformé en une frénésie violente, fouettant violemment les vieux chênes du jardin avant. À travers le verre tremblant de la baie vitrée, ma famille a regardé, absolument paralysée d'horreur, un élégant hélicoptère privé noir mat descendre du ciel. C'était une machine magnifique, un hélicoptère d'entreprise bimoteur valant plus que toutes les maisons de cette rue réunie. La force descendante pure des pales du rotor a complètement aplati les rosiers primés de ma mère et a brisé les treillis en bois des vignes près de l'allée comme des cure-dents. De la terre, des feuilles et du gravier ont été projetés dans l'air, créant une tempête chaotique juste devant la porte d'entrée. L'hélicoptère s'est posé lourdement au centre de la pelouse manucurée, les moteurs gémissant au ralenti. La porte latérale s'est ouverte en douceur. Damien est sorti sur l'herbe. Il portait un uniforme de pilote noir sur mesure, impeccablement coupé, avec des liserés dorés, un casque posé autour de son cou. Il n'avait pas l'air d'un chauffeur de taxi. Il avait l'air de la sécurité privée d'un chef d'État. Il a marché directement vers le porche d'entrée, ignorant les débris tourbillonnants et s'est tenu au garde à vous, en attente. À l'intérieur du salon, l'atmosphère était un vide de choc absolu. Les genoux de Manon ont littéralement fléchi. Elle a poussé un petit gémissement et s'est effondrée en arrière sur le fauteuil en velours, ses mains serrant sa poitrine comme si elle faisait une crise cardiaque. Son sac à main de créateur a glissé de ses genoux, répandant son maquillage et la carte cadeau de 10 € bon marché sur le sol. Julien avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sa bouche était grande ouverte, ses yeux exorbités. Il a regardé l'énorme hélicoptère noir, puis le pilote debout sur le porche, puis a lentement et agonisamment tourné la tête pour me regarder. Le vice-président senior arrogant et autoritaire avait disparu. À sa place se trouvait un homme terrifié et profondément confus dont toute la perception de la réalité venait d'être brisée. Quoi,
a balbutié Julien, sa voix à peine un murmure au-dessus du rugissement assourdi des moteurs à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? J'ai négligemment tendu la main, ramassé mon sac à dos en toile effiloché et les jeté sur mon épaule. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, retirant la dernière pièce du déguisement, laissant la PDG froide et impitoyable prendre le contrôle total. C'est, ai-je dit, ma voix tranchant dans la pièce comme un scalpel, mon hélicoptère, et Damien est mon employé. Maman a poussé un grand soupir, ses mains s'envolant pour couvrir sa bouche. Papa a juste regardé la machine brillante à l'extérieur, un léger sourire sur son visage, inconscient de la bombe nucléaire qui venait de détonner dans son salon. Non, a étouffé Manon, secouant frénétiquement la tête, ses cheveux parfaits maintenant un enchevêtrement désordonné. Non, c'est un mensonge. Tu es fauché. Tu portes des ordures. Tu n'as pas de travail. Je n'ai pas de travail, Manon. Je possède l'entreprise, l'ai-je corrigé sèchement. Je me suis tourné vers la porte d'entrée, désignant le porche. Maintenant, puisque vous êtes si profondément préoccupé par la planification financière et la responsabilité, nous allons terminer cette conversation. Mais nous le ferons sur mon terrain. Je ne monte pas dans cet engin, a hurlé Julien, la panique brisant enfin son choc. Je ne sais pas quelle sorte d'arnaque tu mènes, Clémence, mais j'appelle la police. Tu ne peux pas simplement faire atterrir un avion dans un quartier résidentiel. J'ai laissé échapper un rire dur et moqueur. Appelle-les, Julien. J'ai payé à la ville une amende de 50 000 € pour nuisance sonore à l'avance juste pour avoir l'autorisation d'atterrir ici. La police est déjà au courant. Maintenant, prenez vos manteaux, aidez maman à monter dans son fauteuil roulant, et montez dans cet hélicoptère. Si vous refusez, je sortirai par cette porte et je vous laisserai vous noyer seul dans vos dettes de carte de crédit et vos arriérés de prêts immobiliers. C'est votre choix. Julien a figé. Ses yeux ont parcouru la pièce comme un animal piégé. Il a réalisé en cette fraction de seconde que j'avais entendu sa conversation dans la cuisine. Il a réalisé que je savais tout. La terreur absolue dans ses yeux était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Vaincu, humilié et complètement brisé. Julien a lentement hoché la tête. Bien, ai-je claqué. Allons-y. Le vol de Vallée des Pins à Paris a duré moins de 40 minutes, mais il a semblé une éternité de silence angoissant pour mes frères et sœurs. Maman et papa étaient assis près des fenêtres, maman tenant la main de papa, l'air complètement désorienté, mais étrangement calme. Julien et Manon, cependant, étaient assis rigidement dans les sièges en cuir moelleux de l'hélicoptère, leurs visages pâles, évitant mon regard à tout prix. Les casques anti-bruit fournis par Damien ont fait en sorte que personne n'ait à parler. Je me suis contenté de m'asseoir en face d'eux, faisant défiler nonchalamment mes emails sur mon téléphone, laissant le poids écrasant de leur nouvelle réalité s'installer. Nous avons survolé la ville tentaculaire, contournant complètement les aéroports commerciaux. Au lieu de cela, Damien a fait virer l'hélicoptère vers les collines exclusives et fermées juste à l'extérieur des limites de la ville. Nous sommes descendus vers une immense propriété privée de 20 hectares. La propriété était entourée de hauts murs de pierre, avec de vastes pelouses verdoyantes, une immense piscine à débordement qui semblait se jeter dans l'horizon, et un superbe manoir ultramoderne en verre et en acier niché à flanc de colline. Damien a posé l'hélicoptère en douceur sur l'hélisurface privée située derrière la maison principale. Au moment où les portes se sont ouvertes, mon équipe attendait. Solène se tenait sur le tarmac, tenant un épais classeur en cuir, impeccable dans un tailleur de créateur. À ses côtés se trouvait Gaspard, mon chef exécutif privé, portant un tablier blanc impeccable sur son uniforme, prêt à offrir des rafraîchissements. Je suis sortie la première, suivie par mes frères et sœurs tremblants qui ont dû aider mes parents à descendre. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Dubois », a dit clairement Solène, sa voix résonnant sur le doux bourdonnement des moteurs qui refroidissaient. Elle n'a pas sourcillé en voyant mon pull délavé. Elle m'a tendu le classeur en cuir. Le dossier financier que vous avez demandé est entièrement préparé. Chaque relevé bancaire, chaque compte caché, complètement vérifié. Merci, Solène, ai-je dit, prenant le classeur. Je me suis tournée vers ma famille,
désignant les immenses portes vitrées du manoir. Entrons. Nous avons une réunion à terminer. Manon était pratiquement en hyperventilation alors que nous traversions le grand foyer. Les plafonds avaient une hauteur de 9 mètres, ornés d'installations d'art moderne. Les sols étaient en marbre italien importé. Nous sommes entrés dans le salon principal, un espace plus grand que toute la maison de mes parents, offrant une vue panoramique sur le skyline de Paris. Je me suis assise à la tête d'une immense table de conférence en chêne, faite sur mesure, au centre de la pièce. Je ne leur ai pas offert de siège, mais maman et papa se sont enfoncés dans un luxueux canapé en cuir à proximité, tandis que Julien et Manon sont restés debout, regardant autour d'eux comme des touristes terrifiés qui s'étaient égarés dans un coffre-fort de haute sécurité. J'ai jeté l'épais classeur en cuir sur la table. Il a heurté le bois avec un bruit lourd et sourd qui a fait sursauter Manon. Bien, ai-je commencé, croisant les mains sur la table. Parlons du domaine des chênes verts. 12 000 € par mois. Vous vouliez que je paie 1 200 € pour prouver que je n'étais pas inutile, pendant que vous deux couvriez héroïquement le reste. C'était l'argument, n'est-ce pas, Julien ? Julien a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam bougeant nerveusement. Clémence, écoute. Nous pouvons expliquer. Oh, vous n'avez rien à expliquer, ai-je interrompu, ma voix dépourvue de toute émotion. J'ai déjà les explications ici dans ce classeur. Il est temps pour un véritable audit financier. J'ai ouvert le classeur au premier onglet, sortant une pile de documents et les faisant glisser sur la table en chêne lisse vers Julien. Julien Dubois, vice-président senior, ai-je lu à voix haute, mon ton dégoulinant de détachement clinique. 3 cartes de crédit platine, tout entièrement à découvert. Votre SUV de luxe a 3 mois de retard sur ses paiements de leasing. Vous avez contracté 2 prêts hypothécaires secondaires sur votre maison et votre banque prépare des documents de saisie pour la fin du trimestre. Vous êtes complètement et totalement en faillite. La seule raison pour laquelle vous avez convoqué cette réunion de famille était de liquider le portefeuille de retraite de maman et papa pour sauver votre propre vie pathétique et factice. Le visage de Julien est devenu gris cendré. Il a fixé les relevés bancaires sur la table, ses mains tremblantes. Comment as-tu obtenu ça ? C'est illégal. Tu as piraté mes comptes. Je n'ai rien piraté, ai-je répondu froidement. Quand on vend une entreprise technologique de 40 millions d'euros, on a tendance à se lier d'amitié avec des experts comptables judiciaires de très haut niveau. Vous avez laissé une trace papier d'1 kilomètre de large. Julien, vous êtes une fraude. J'ai tourné mon regard vers Manon, qui a immédiatement reculé d'un pas, terrifiée par ce qui allait suivre. J'ai feuilleté le second onglet. Manon, ai-je dit doucement. Le tournoi de golf de votre mari ? C'est un énorme gouffre de blanchiment d'argent. Votre cote de crédit est dans les 5 cents. Vous achetez des vêtements de marque, les portez une fois pour vos photos Instagram avec les étiquettes cachées, puis les retournez le lendemain pour maintenir votre illusion de richesse. Vous avez accepté d'aider Julien à voler nos parents afin de prendre une part pour payer vos propres dettes de shopping. Manon a fondu en larmes, couvrant son visage de ses mains. Ce n'est pas ma faute. La pression. Tout le monde s'attend à ce que nous soyons parfaits. Vous ne comprenez pas ce que c'est dans notre cercle. Je me fiche de votre cercle, ai-je claqué, la colère perçant enfin dans ma voix. Vous avez répandu des mensonges vicieux et dégoûtants sur ma santé mentale pour protéger Julien après qu'il a volé ma propriété intellectuelle. Vous avez détruit ma réputation et m'avez exilé de cette famille. Et hier soir, vous m'avez jeté une carte cadeau de 10 € comme si j'étais un chien errant. Vous êtes tous les deux toxiques, égoïstes et incroyablement faibles. Maman pleurait sur le canapé, serrant la main de papa. Clémence, Julien, est-ce vrai ? Vous alliez vraiment prendre notre argent de retraite ? Julien n'a même pas pu la regarder. Il a juste fixé le sol, totalement brisé. Je me suis dirigée vers ma mère et je me suis agenouillée à ses côtés, prenant ses mains fragiles dans les miennes. Maman, écoute-moi. Toi et papa n'avez plus de fonds de retraite. Julien l'a discrètement vidé pendant des mois. Maman a haleté, mais je lui ai serré fort les mains. Mais ça n'a pas d'importance.
Tu te souviens de cette fondation caritative anonyme qui a payé toutes tes factures médicales au cours des 2 dernières années? Celle qui a payé ton opération de la hanche et les soins de la mémoire de papa? Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. C'était moi, ai-je murmuré. J'ai créé la fondation. J'ai tout payé, et hier j'ai finalisé une fiducie privée. Le domaine des chênes verts est déjà entièrement payé. Toi et papa avez une suite de luxe double sécurisée pour le reste de votre vie. Un transport médical privé vous attend dehors pour vous y emmener dès maintenant. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une seule facture. Maman s'est penchée en avant et m'a serré dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable sur mon épaule. Je l'ai tenue, sentant un poids énorme et écrasant enfin se lever de ma poitrine. Je les avais protégés. J'avais gagné. Je me suis levée et j'ai regardé mon frère et ma sœur une dernière fois. Ils se tenaient au milieu de mon manoir à 40 millions d'euros, complètement exposés, dépouillés de leur fausse richesse et de leur arrogance imméritée. Le transport médical emmènera maman et papa dans leur nouvelle maison, ai-je dit, ma voix résonnant dans la grande pièce. Quant à vous deux, Solène a appelé un taxi bon marché. Il attend aux portes d'entrée. Il vous ramènera à l'aéroport commercial où vous prendrez un vol en classe économique pour retourner à vos misérables vies en faillite. Clémence, s'il te plaît, a supplié Julien, sa voix se brisant. Je suis ton frère. Je vais perdre ma maison. Juste un petit prêt. 100 000 euros. Ce n'est rien pour toi. S'il te plaît. Je l'ai regardé, ne ressentant absolument rien. Pas de pitié, pas de colère, juste un vide profond et libérateur. Il y a 10 ans, tu m'as dit que les idées étaient bon marché et que l'exécution était tout, ai-je dit doucement. Eh bien, Julien, j'ai exécuté. Maintenant, sortez de ma maison. Tous les deux. Vous êtes morts pour moi. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers l'immense bail vitré, regardant la ville tentaculaire de Paris. J'ai entendu Solène les diriger fermement vers la porte. J'ai entendu le claquement des talons de Manon et le lourd pas vaincu des chaussures de Julien alors qu'ils étaient escortés hors de ma vie pour toujours. Les liens toxiques étaient enfin rompus. J'avais construit mon empire dans l'obscurité et maintenant je me tenais enfin dans la lumière.